Donc la dernière chose que nous devons en parler serait le traitement de l'insuffisance cardiaque. Ce que nous avons besoin d'en parler, c'est les systèmes de classification générale utilisés. Et donc la première est la classification fonctionnelle de New York Heart Association, NYHA, et la deuxième est l'Association américaine de cardiologie, AHA, et la classification du Collège américain de cardiologie, ACC. Et la différence entre les deux est que la NIHA est basée sur les symptômes, alors que la AHA-ACC est plutôt concentrée sur la progression de la maladie. Et donc nous allons maintenant à travers les différents stades. La classification de NIHA est stadée de 1 à 4 et la AHA-ACC varie du stade A jusqu'à D. Et donc au stade 1 de NIHA, vous n'avez pas de limite à l'exercice et pas de symptômes. Au stade 2, vous avez une diminution de la capacité de l'exercice et vous avez des symptômes qui deviennent présents lors d'un exercice normal. Au stade 3, vous avez une limitation plus sévère lors de l'activité physique et vous avez plus de symptômes lors d'un exercice moins normal. Et enfin, au stade 4, vous avez des symptômes qui apparaissent au repos. Dans la classification de AHA-ACC, au stade A, c'est juste une personne en risque. Il n'a pas une maladie organique ou des symptômes. Au stade B, il y a une maladie organique maintenant, mais encore pas de symptômes. Au stade C, il a une maladie organique et maintenant il a développé des symptômes. Au stade D, il a une maladie organique ainsi que des symptômes, mais la maladie devient rebelle à la médication. Ces deux systèmes de classification ne sont pas mutuellement exclusifs et différents stades de NIHA pourraient correspondre à différents stades de la classification de AHA-ACC. Et donc la classe 1 et le stade B sont généralement associés. La classe 2 et 3 correspondent au stade C de l'AHA-ACC. Et enfin, la classe 4 et le stade D se correspondent. Maintenant, ces classifications sont très importantes à comprendre car les patients sont classés soit en se basant sur leurs symptômes ou la maladie organique ou la progression de leur maladie. Et le traitement est basé sur où il se trouve dans ces systèmes de classification. Et donc on va montrer ça après en voyant les traitements de cette maladie. Donc passons. Donc ce que je fais ici, c'est que j'ai listé quelques traitements essentiels de l'insuffisance cardiaque et donc on va aller à travers un mécanisme simple de comment ces médicaments fonctionnent. Donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, RA2, agissent les deux pour diminuer la post-charge. Ils font ça par l'inhibition d'une chose appelée le système rénine-angiotensine-aldostérone. Les deux ont une action similaire, mais agissent sur différents points, et généralement l'indication d'un ARA2 sur l'IEC, c'est quand un IEC n'est plus toléré à cause d'une toux chronique qu'il provoque. Les bêta-bloquants inhibent le système sympathique, et bien qu'ils font beaucoup d'autres choses, mais je pense que c'est hors le sujet d'aujourd'hui. Les diurétiques vont augmenter l'excrétion du sodium et de l'eau. L'aldostérone et ses antagonistes vont diminuer la réabsorption du sodium, ce qui augmente son excrétion avec un peu d'eau et agit en quelque sorte comme un diurétique léger. La digoxine, axée sur l'inhibition de l'ATPase sodium-potassium spécifique du muscle cardiaque, pour augmenter le calcium, ce qui va par la suite augmenter la contractilité dont nous avons parlé précédemment, et ceci est aussi connu par l'inotropisme. Maintenant, les inotropes sont utilisés principalement dans deux types de traitements. Un serait le traitement de remplacement quand vous attendez de mettre quelque chose comme un appareil d'assistance ventriculaire ou une transplantation cardiaque, ou pendant une instabilité hémodynamique dans des cas comme l'insuffisance cardiaque aiguë. La différence principale entre la digoxine et les inotropes, c'est que la digoxine est vraiment utilisée hors de l'insuffisance cardiaque chronique. Les inotropes sont utilisés plus de façon aiguë et pour une thérapie d'assistance. Maintenant, l'insuffisance cardiaque est traitée par étapes, ce qui signifie que plus le patient avance dans les différents stades de l'insuffisance cardiaque, différents médicaments sont ajoutés sur ce qui a été prescrit dans les stades antérieurs. Donc on va dessiner un escalier ici.
et vous montrer comment ça marche. Et ça serait le stade A, B, C et D. Et donc au stade A, rappelez-vous, puisque ces patients sont en risque, on va vraiment juste contrôler leurs facteurs de risque comme l'obésité et autres comorbidités telles que l'hypertension artérielle et la maladie des artères coronaires. En plus, il y a certains patients qui peuvent être mis sous un IEC dans des bonnes conditions. Et un exemple d'inhibiteur d'enzyme de conversion serait l'isinopril. Et cette classe de médicaments finit typiquement par opril. Au stade B, maintenant tous les patients seront sous un IEC et des patients sélectionnés seront sous un bêta-bloquant. Un exemple de bêta-bloquant serait quelque chose comme le carvedilol. Et cette classe de médicaments finit typiquement par LOL. Au stade C, vous devez vous rappeler que c'est la première fois que nous avons des symptômes. Donc en plus de tout ce que nous avons utilisé, nous allons traiter les symptômes. Donc tous les patients ici sont sous un IEC et un bêta-bloquant. Et maintenant, pour réduire les symptômes, nous utilisons un diurétique. Et un exemple de diurétique serait quelque chose comme le furosémide. Ceci est connu comme le Lasix. Nous pouvons aussi ajouter aldostérone et ses antagonistes dans ce stade, quelque chose comme la spironolactone. Nous pouvons ajouter la digoxine et dans des patients sélectionnés, dont les ventricules ne se contractent pas en même temps, on peut implanter un DEF, qui est un défibrillateur à synchronisation automatique implantable, ou un appareil de thérapie de resynchronisation cardiaque. Une chose dont je veux évoquer, c'est que nous ne possédons pas réellement de super traitement pour l'insuffisance cardiaque diastolique. Et donc la plupart de ces traitements s'appliquent sur l'insuffisance cardiaque systolique, mais ce que nous pouvons faire pour les patients avec une insuffisance cardiaque diastolique, c'est d'essayer de réduire les symptômes avec quelque chose comme les diurétiques, et on essaye de maintenir la qualité de vie et les comorbidités des patients tels que l'hypertension artérielle, la maladie des artères coronaires et le diabète sucré. Le stade D est pratiquement le stade terminal de l'insuffisance cardiaque, et donc dans ce stade, vous avez des soins palliatifs et les hospices. Une autre option que possèdent les patients est la transplantation cardiaque ou une chose qui est un peu plus temporaire comme un dispositif d'aide ventriculaire. Donc maintenant vous avez une idée sur les différents systèmes de classification utilisés pour catégoriser les patients avec une insuffisance cardiaque et la connaissance de quels médicaments sont utilisés en se basant sur où se trouvent les patients dans le système de classification.